Téléspectateurs et auditeurs de Renouveau TV et FM, merci de cette fidélité au programme de Renouveau TV et FM. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Après l'annonce du report léger, à quand la nouvelle date de l'élection présidentielle ici mettant fin à la transition? C'est là l'interrogation que nous allons tenter de répondre ce soir. Pour y répondre donc, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur docteur Amadou Touré, il est chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. Docteur Touré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bonsoir aussi aux téléspectateurs auditeurs de Renouveau TVFM. Merci. Deuxième invité, M. Issa Kaoundim, ancien membre du CNT, président de l'ACRT Faso Kawele. M. Jim, merci d'être là. Merci, c'est un immense plaisir de se retrouver là et contribuer à ce que vous faites quotidiennement, apporter en tout cas une contribution de qualité pour l'éveil de conscience et surtout aussi faire vivre tant qu'on peut la dynamique démocratique qui est devenue vraiment problématique dans notre pays. Le plaisir est en tout cas partagé. Troisième invité, M. Mamadou Dia, il est secrétaire général du mouvement Akatanaye. M. Dia, merci d'être là. Bonsoir et merci en retour. Je salue les téléspectateurs et auditeurs, tous les collaborateurs et les co-débatteurs. Bonsoir à tout le monde et merci encore. Quatrième invité, le président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, non moins coordinateur du baromètre, vous l'aurez compris. Monsieur Chakmar Soumano est notre quatrième invité. Monsieur Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et de la diaspora. Je profite de votre micro pour souhaiter bonne fête à nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos épouses, et particulièrement aux lauréats de baromètre qui ont reçu leur distinction. Et un coucou clin d'œil aux médiateurs, aux ministres, aux anciennes ministres, Assetou Founé, Bintou Founé et M. Soyata. Merci bien. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Actualité oblige, nous apprenons la dissolution de la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko, ce mouvement qui a été en tout cas au devant de la scène pour l'avènement de cette transition ici au Mali. Ce mouvement M5 qui a eu raison du régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta. M. Kaoudim, réaction à cette dissolution de la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko dont vous étiez membre au départ. Bon, il faut rectifier, je n'étais pas membre, je suis quand même... membre fondateur. Bon, je vais être modeste. Oui. Voilà. Je suis membre fondateur, appelons comme ça, pour ne pas choquer les autres. Je pense que ce qui est important de retenir de la CEMAS et sa dissolution, il y a des choses que je ne vais pas développer, vu le temps et nos co-débatteurs. Vous l'avez dit, l'actualité oblige, nous avons appris avec consternation la dissolution de la CEMAS, parce que quoi que l'on dise, ce qui est important, qu'il faut retenir, c'est un recul démocratique. Je pense que c'est vrai qu'on peut avoir des observations, des remarques, mais nous voyons que ça n'a pas commencé par la CEMAS. Vous avez des partis politiques qui sont été dissous, d'autres sont poursuivis devant les tribunaux. C'est pareil aussi pour des associations. Je pense que c'est un recul démocratique, c'est un rétrécissement des libertés qui sont vraiment des libertés de la lutte, de la haute lutte de 91, qui fait aujourd'hui que nous avons des multitudes de télé, de radios, et Renouveau fait partie. Et si aujourd'hui, pour une situation qui peut être interprétée par les autorités de transition, alors il faut des mesures extrêmes. Je trouve ça que c'est dommage, parce que ce qui est important, c'est comment fédérer des synergies d'action, essayer de minimiser ce qui nous divise, mais surtout, comme disait l'ancien président Amadou Touré, paix à son âme, ce qui nous unit est plus important que ce qui peut nous diviser. Je pense que cette dissolution, pour moi, c'est un gâchis. D'accord. Docteur, c'est dommage la dissolution de la CEMAS malgré les raisons évoquées par en tout cas le gouvernement pour aller à cette décision. Cette dissolution, moi, à mon avis, je donne mon appréciation personnelle.
parce que nous avons vu depuis un certain temps des contradictions entre la volonté, c'est-à-dire de l'État, et la volonté de la CEMAS. Or, nous sommes dans une situation exceptionnelle où les deux intérêts, s'il y a divergence, il y a ce qu'on appelle l'intérêt ou bien la loi de l'État. Donc, au nom de l'État... Le plus fort? Bon, on ne peut pas dire plus fort, mais la loi de l'État, l'intérêt public, ou la loi du gouvernement qui prime sur les autres intérêts. Donc, moi, je voyais plutôt dans ce canal la dissolution de la CEMAS, du point de vue que la CEMAS ne répondait plus aux attentes initiales où l'objectif de la CEMAS a été dévié par certains membres, dont le communiqué du gouvernement. Et aussi, le cas spécifique, c'est où il y a l'imam Mohamed Diko, qui a été en voyage, qui a été reçu par une puissance étrangère. Donc, ce sont des contradictions qui, à mon avis, pourraient animer cette dissolution. Parce qu'entre l'État et la CEMAS... Est-ce que ce sont des arguments qui tiennent la route pour aller à la dissolution d'une association comme la CEMAS, par Oui, exemple? comme on l'a dit, l'une au-dessus de la loi, mais au nom de la loi et au nom du bien-être... Non, je parle de la solidité des arguments avancés. Oui, la solidité, pour moi, c'est des arguments qui tiennent. C'est des arguments qui tiennent, à mon avis. Cheikh Oumar Soumano, votre avis sur cette actualité? Déjà, vous savez, moi, je suis très légaliste. Et étant légaliste, ce qui m'intéresse, c'est le contenu du communiqué. Et il y a déjà une loi qui a été visée avec des articles qui seraient le fondement, justement, de la décision gouvernementale. Donc, moi, de mon point de vue, sur la forme, moi, je n'ai pas d'observation. Maintenant, je vois des notions de sortir de recul démocratique. Moi, je ne pense pas au Mali qu'il y ait un recul démocratique parce que justement, le fait qu'il y a la démocratie, qu'on parle de ces questions-là. Sur d'autres sujets, on n'arrive pas à avoir cette chance de discuter. Et aussi, pour ceux qui sont peut-être destinataires de cette décision, notamment les sympathisants, vous savez, on est toujours dans un état de droit, dans un état démocratique, je le dis. Et il y a les voies au moins s'offrent à eux, parce que vous savez, on a toujours la possibilité d'attaquer la décision si on n'est pas d'accord. Et ça aussi, c'est parce que la démocratie existe au Mali que c'est voie. Donc moi, je pense que pour la fois, moi, je n'ai vraiment pas d'observation, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'un article est visé, est-ce qu'une loi est visée? Si c'est le cas, ben, maintenant, après, l'appréciation, comme vous le dites, des arguments mis en avance dépendra de tout un chacun. D'accord. Monsieur Dia, vous êtes secrétaire général du mouvement à Katanaï. Quel contenu vous donnez déjà à l'appellation de votre mouvement? Bon, le contenu, c'est le soutien au Malikoura. Pour une transition éternelle? Le soutien au Malikoura, la refondation de l'État. Aujourd'hui, la tête de proue, la figure de tout cela, c'est le colonel Assimi. Et donc, nous soutenons la souveraineté retrouvée du Mali. Nous soutenons la dynamique de la transition. Assimi Katanaye, armée Katanaye, et jusqu'à la refondation de l'État du Mali. Okay. Et cela peut prendre le temps que ça prendra? Ça va prendre le temps que ce soit nécessaire. Le temps des réformes vraiment en profondeur. Parce qu'on a vu plusieurs transitions. Et donc, il faut que cette fois-ci, vraiment, on aille au fond pour que vraiment on essaie de tenir la voie pour longtemps. Et comment vous accueillez déjà la dissolution de la CEMAS, de l'imam Mahmoud Diko? Bon, c'est ce mouvement même qui est à la base même de l'avènement de cette transition. Oui, forcément, moi je ne dirais pas le contraire, mais c'est le peuple malien, alors on va dire, qui est vraiment à la base qui a réclamé le départ du régime, la chute du régime. C'est le peuple malien. Bien sûr, il faudrait des leaders ou des responsables. C'est ce que je disais. Avant ça, il y a eu le mars 91. C'est à l'époque où tout le monde disait que l'AM a fait partir Moussa Traoré. On a dit non, c'est la révolution du peuple du Mali. Et donc, pour abonder un peu dans le même sens que le docteur Soumano, je pense, il faut être légaliste. Il est doctorant, bientôt docteur. Okay. Donc, monsieur Soumano, docteur Soumano. Et donc, il faut être légaliste. Quand même, ce n'est pas une décision qui est tombée comme ça. Ils ont visé des textes de loi. Et un état du droit, quand même, c'est aussi le respect de ces textes. Et donc, sur la forme, on n'a rien à dire, il n'y a pas d'observation, on prend acte. D'accord. Allez-y, réaction. Je suis obligé de réagir. Je pense qu'au départ, j'ai voulu être vraiment très mesuré sur la question. Ni les uns ni les autres, personne d'entre eux ne connaît ni les statuts ni le règlement intérieur de la CEMAS. En quoi vous liez le pareil à la CEMAS? Je pense que cette fois-ci, il faut que je parle très fort.
Moi, je suis le fondateur de la CEMA, ça a été créé dans ma maison. Je connais le statut comme le bout de mes doigts, les récépissés à mon nom. Donc, je pense que ne serons pas dans l'école des vainqueurs éphémères. La lutte du peuple malien n'a pas commencé avec ce que vous appelez Angatanaye. Voilà, je crois que Moussa Traoré Taranaye a été Taranaye. À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse en intellectuel, qu'on propose en intellectuel et qu'on essaie de dire ce qui est bon pour notre pays. Les associations obéissent à des règles. Et la CEMA, c'est une association politique. Et le parrain, il n'est pas dans le texte. Même dans le préambule, l'imam, son nom ne figure pas. Et donc, allez lire d'abord les textes pour comprendre c'est quoi la CEMAS. Et ensuite, ce que l'État, il est ce qu'il est, ce qu'il dit pour justifier la dissolution de la CEMAS. Moi, je pense que c'est plutôt politique que juridique. Mais que cela ne tienne, qu'est-ce que ça apporte, la dissolution de la CEMAS, pour la recherche de la paix, de la cohésion, de vivre ensemble, au moment où on dit qu'il faut que tous les Maliens se retrouvent pour qu'on puisse parler de même voix, qu'on le veut ou pas. Oui. L'imam Mahmoud Dicko, ce n'est pas la CEMAS qui a fait l'imam Mahmoud Dicko. La CEMAS, c'est tout simplement, à un moment donné, à contribuer, à harmoniser, à structurer une position politique sur le champ politique, donc qui ne concerne pas la dimension de l'imam Dicko. Sinon, j'aurais dit que je suis l'ancien coordinateur général, j'ai créé un parti politique, mais je raisonne vraiment à une dimension où il faut voir les choses d'un angle global. Donc moi, je pense que si vous pensez aujourd'hui que Katanaye, tout va vous arriver, parce que quand les intellectuels ne raisonnent pas en des termes intellectuels, à une cohérence politique, et Angatanaye ne veut rien dire. Donc moi, je pense que, pour fermer cette parenthèse, essayons de sortir de l'émotion. Ne pensez pas que parce qu'on a le pouvoir, tout ce qu'on fait, c'est visé. On est dans une transition qui ne respecte même pas ses propres textes. De quand on va nous parler des textes, c'est la peur d'aller en prison, que les gens se couchent, où les gens n'ont pas de conviction. Sinon, tout le monde sait que la dissolution de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la transition, c'est des motifs politiques et non des motifs de droit. Je vois que vous êtes en train de regarder M. Jim avec un regard un peu méchant. Non, du tout, pas méchant. Je suis un peu surpris un peu de l'amalgame qu'il fait autour de la question. La question, c'était que la CEMAS a été dissoute, qu'est-ce qu'on en pense? On dit qu'on fait une lecture légaliste de la chose. Le reste, c'est des commentaires. Il est politique de toute façon. Il dit que c'est une association politique, donc sa réaction, on la comprend. Nous, on n'est pas politique. On se dit que nous, c'est un mouvement populaire de souveraineté. Ça, c'est ce qui nous concerne. Ah, donc, comme il a dit, Moussa Traoré Katanaye, ATT Katanaye, et nous aussi, on dit Assimi Katanaye, parce qu'on se retrouve dans cela. Donc, ce n'est pas un souci. Mais on se dit que par rapport à la dissolution en tant que telle, CEMAS ou pas, on se dit que quand même, il y a une situation légaliste qui a été visée et qu'on s'en remet à cela. D'accord. Voilà. Réaction? Oui, bon, moi, je pense que ce que M. Tim dit, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ceux qui sont visés par ces textes d'attaquer la décision? C'est ça la légalité en fait. Les arguments mis, nous, on a notre appréciation, mais le dernier mot, ça se connaît, les voix de moins, c'est moi, je l'ai dit. Les voix de moins, l'État peut prendre une décision, si on n'est pas d'accord, il ne s'agit pas de critiquer en entrant sur le plateau, mais il s'agit de critiquer et de s'opposer. Ça va voir les voix de moins. Et aujourd'hui, c'est là où je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il y a un recul démocratique. Ce n'est pas parce qu'il y a une décision qui ne nous arrange pas qu'on veut toujours mettre tout avec la politique. Moi, aujourd'hui, comme il dit, moi, je n'ai jamais été associé à la gestion, mais je fais une lecture en tant que citoyen malien et je me dis, ce qui a été fait, c'est légaliste. Parce que s'il n'y avait pas de texte visé, s'il n'y avait pas aujourd'hui d'article visé, les arguments mis en avant, c'est une interprétation. Maintenant, si on n'est pas d'accord, c'est clair, c'est la justice. Aujourd'hui, la justice au Mali, elle est indépendante. D'accord. Elle est indépendante. Et donc ça aussi, c'est des acquis de la démocratie qui, de mon point de vue, n'ont pas été remis en cause. Ok, Dr Touré. Pour ma part, je comprends bien le doyen Kaoudji, parce que la question était que nous faisions l'amalgame entre l'imam et la CEMAS. Parce que moi, je me suis référé au communiqué du gouvernement et les arguments sur lesquels ils se sont puisés pour la dissolution. Oui. Ça a été clair. Il y a la CEMAS, il y a l'imam Dicko.
Donc, c'est les deux actions combinées qui ont abouti à la dissolution de la CEMAS, à mon avis. D'accord. Merci. Entité majeure de l'avènement de la transition également, le M5 RFP est désormais au bord de l'implosion s'il ne s'est pas déjà éclaté à 1000 morceaux. En tout cas, depuis quelques jours, les frères d'hier n'hésitent plus à tirer à bras raccourcis les uns sur les autres. Et ces événements se passent sur la place publique comme si cela ne suffisait pas. Ils ont pris la responsabilité de transporter leurs en tout cas difficultés devant le pôle en charge de la lutte contre la cybercriminalité. On fait le point et l'analyse de cette autre actualité avec nos invités. Issa Kaoudim, vous qui avez été la première personnalité à annoncer la mort du M5 RFP, est-ce que avec cette actualité, ce développement, est-ce qu'on peut dire finalement que le mouvement est désormais enterré? Bon, moi je pense que je vais aussi continuer dans la même logique. Comme on dit, Angatana, j'ai été le premier aussi à traiter le président de transition, l'impétible patriote. Je crois qu'il est trop facile d'être avec les vainqueurs. Je pense qu'il ne faut pas dissocier des choses. Le M5 n'est pas comme on le pense. Je l'ai toujours dit, quand j'avais dit que le M5 était mort de sa belle mort, on m'a jeté des cailloux, on m'a frappé, voilà, j'ai suivi... On a même vu un boubou déchiré quelque part. Oui, bien sûr, tout ça c'est derrière moi. Et là, je l'ai dit pour dire que c'était fini, il fallait suivre le président de transition, l'actuel qui était vice-président, et que moi, ce que j'ai vu en lui, l'homme était un patriote et qu'il pouvait mettre tout le monde d'accord. Je pense que l'État m'a donné raison sur ce tableau-là. Maintenant, vous parlez du M5. Ne pas connaître comment ça fonctionnait, ça peut vous surprendre. Moi, je savais que c'était fini, mais seulement, bon, ce que je déplore, parce que, quoi que l'on dise, nous avons contribué à faire ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, nous sommes comptables de ce qui n'a pas marché et nous sommes aussi redevables, mais nous avons un mérite aussi de dire Ibeka, qui était un régime, comme on parle de liberté, on parle de démocratie, et profiter aussi pour que Ibeka, au moins, c'est quoi que l'on reproche, il avait quand même créé l'opposition légale qui était entretenue à plus de 500 millions. Donc on ne peut pas lui reprocher c'est la démocratie qui nous a permis de contester Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à ce que les militaires soient là et qu'on les dit Angatanaï. Donc maintenant, le M5 est mort, effectivement, de sa belle mort. Maintenant, cette fois-ci enterré. Hein? Non, ils avaient évité, moi je ne vais pas tirer sur... pas un corbière, vous n'allez pas utiliser l'expression. Je respecte les dirigeants parce que, quoi que l'on dise, certains sont à la mallette, d'autres ont eu à gérer le pays, d'autres ont momentanément été mis à la touche, mais à un moment donné, il faut parler à responsable. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui n'honore pas le M5, ex-M5, j'appelle comme ça, n'honore pas le peuple malien parce que c'est des dirigeants, certains sont à la primature, d'autres ont eu leur ministre dans le gouvernement, d'autres à un moment donné ont eu à être des responsables à un niveau très élevé. Donc si aujourd'hui la question tourne autour des personnes, c'est vraiment déplorable. Moi je pense que ce qui est bon, que tout le monde se ressaisisse pour qu'on puisse vraiment trouver les voies et moyens, aller à l'essentiel. Parce que la réconciliation ne peut pas se faire au moment où vous me parlez de M5 divisé à 1000 morceaux. Oui. Moi, je n'aime pas cette expression, mais je trouve tout simplement ce qui est bon aujourd'hui. Je crois que quelqu'un n'a pas joué son rôle parce que quand on est chef du gouvernement, non moins important, président du comité stratégique, le plus important, c'était de rassembler sa famille politique. Il n'a pas pu le faire. Moi, je pense que je vais au-delà de ça. Je pense que ce qui urge aujourd'hui, c'est de revoir même l'architecture gouvernementale pour que le Mali se retrouve mieux. D'accord. Est-ce qu'on peut parler finalement de la confusion au sein du M5 RFP? On a entendu des frondeurs déclarer avoir déposé le président du comité stratégique du M5 et également le président par intérim, n'est-ce pas? Oui, est-ce qu'on peut parler de confusion? Bon, il y a une confusion qui règne parce qu'on a deux tendances ou plusieurs tendances qui se réclament de la même chose. Oui. Mais l'urgence est que ces deux tendances se retrouvent autour des autorités de la transition. Donc c'est ce qui amène un peu un jeu de dupes. C'est-à-dire il faudrait que moi, à mon avis, à mon niveau, il faut que le M5 soit refondé. Parce que l'idéal était le départ du BK. Qu'est-ce qui va les réunir à ce jour? Quel objectif pour quelle fin? Donc, ce qu'il y a, ils n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes fins visées. Donc, c'est ce qui amène cette confusion. Parce que chaque tendance affirme haut et fort que je soutiens les autorités de la
transition. Maintenant, qui soutient réellement les autorités de la transition? Donc, cette confusion amène à ce que, est-ce que la gestion du peuple se résume au M5? Et les autres Maliens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Donc, à mon avis, le M5 doit être refondé sur une nouvelle base saine. Et aussi, les acteurs devront, au lieu de s'attaquer publiquement, les lincettes se lavent en famille. D'accord. Voilà. Toumaro, on peut parler de confusion? Bon, moi, il y a 2 semaines, j'étais en terme d'opinion sur la question en disant qu'il faut que le M5 donne le bon exemple. Surtout qu'on est en train de parler de dialogue intermalien. Et si le M5, certes, est un acteur incontournable, incontesté de la situation qui aujourd'hui est là, qui fait qu'il y a eu justement les autorités sont en place et que la lutte a été en grande partie portée par le M5. Pour moi, ce dialogue intermalien ne devrait pas être le moment où on assiste à ce qui se passe au M5 parce que indéniablement, il y a le dialogue qui n'a pas prévalu entre les différents protagonistes, je dirais entre les différents protagonistes. Pour moi, il peut toujours avoir des antagonismes, il peut toujours avoir des problèmes de leadership, mais aller jusqu'à ce que nous sommes en train d'assister, c'est à quoi on assiste, c'est un peu triste et déplorable. Et donc, ça veut dire tout simplement chacun peut avoir sa propre lecture. Quand on voit souvent des déballages de secrets qui étaient censés être ignorés du Malien lambda, on se pose la question finalement quel est le dessein de chercher. Parce que est-ce que c'est pour s'autodétruire? Et je pense qu'on n'a pas besoin de ce spectacle-là. Et j'en appelle à la sagesse des uns et des autres de se réunir. Et désormais qu'on nous prive de ce qu'on a vécu les semaines passées. Que s'il y a des antagonismes qui se réunissent, j'allais dire, à leur niveau. Mais est-ce que cette division au sein du M5 est de nature à avoir des impacts sur la tranquillité, la marche radieuse, si vous voulez, la marche tranquille de la transition? Vous savez, le tumulte a toujours des conséquences. Un tumulte, quand il y a toujours un désaccord, ça peut fragiliser. Et vous savez, je ne veux pas rentrer dans les commentaires, mais on a vu, il y a même eu des accusations, on estime que certains sont à la manette pour ça. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ce qui m'intéresse, c'est que j'appelle véritablement à la sagesse des uns et des autres en demandant de montrer l'exemple. Parce que aussi la génération future aussi est en train de regarder. Parce qu'on peut tout dire, mais le M5, c'est des classiques. C'est des anciens qui sont dans la politique depuis plus de 30 ans. Et donc, s'il y a la jeunesse, la nouvelle génération qui voudrait s'inspirer d'eux, il ne faudrait pas que ça soit un mauvais exemple. Donc, ils ont encore le temps de donner le bon exemple. Et ce bon exemple, c'est de pouvoir se retrouver, de transcender justement les différents antagonismes et de se retrouver, et je dis encore une fois, entre eux, loin des caméras, loin des vidéos, etc. Et puis pouvoir véritablement sortir grand dans cette affaire-là. Monsieur Dia, on a entendu le président du comité stratégique du M5, Dr Choguel Kokala Maïga, déclarer que les ficelles de cette division sont tirées par des militaires tapis dans l'ombre. Bon, ça Est-ce qu'un Premier ministre d'une transition doit dire cela, doit faire une telle déclaration? Ça engage, on va dire, le docteur. Vous n'y croyez pas? Bon, j'ai une autre façon de voir. Allez-y. Je pense que ça engage non pas le Premier ministre, mais le docteur Choguel Maïga. Il le dit en connaissance de cause. Je pense qu'il ne l'a pas dit parce qu'il est le Premier ministre, il l'a dit certainement parce qu'il est le docteur et le président du comité stratégique. Moi, je pense que tout ça, c'est déplorable, mais ce n'était pas une surprise, ce n'est pas venu en surprise pour nous. Pourquoi? Parce que combien de formations politiques au Mali sont passées par la case division? De l'ADEMA, le RPM, l'URD, ainsi de suite, pour ne pas citer de noms. En tout cas, il y en a tellement, on peut en citer à n'en pas finir. Et même dans le M5, déjà, il y a eu des casses. Et M5 RFP Malikoura, M5 Nouvelle Force du Changement, le CEMAS qui a été divisé en CRT Faso Kawele. Ça aussi, c'est une division et c'est aussi déjà dans le M5. Et donc, le M5 n'a rien à gagner de cette triste histoire. Et nous, ça nous effraie un peu parce que c'est quand même une des forces du changement et des soutiens à la transition. Et donc, sur ce côté, nous, on a vraiment des soucis par rapport à cela. Et le M5 n'a rien à gagner de cette histoire. Parce que quoi qu'on en dise, ça va fragiliser
est-ce qu'on peut désormais faire confiance avec le M5 ou ce qui va en rester? D'accord. Donc, sur ce plan, on ne va pas rentrer dans les commentaires, mais on constate vraiment que c'est une situation déplorable. D'accord, allez-y. Je vais réagir, mais avant de réagir, je vais le rectifier. Il n'y a pas eu de session au sein de la CEMAS. Moi, j'ai décidé de partir et créer ACRT, alors que le cas du M5, tout le monde revendique la légitimité du M5. Moi, je suis parti, j'ai dit c'est mort, ça bellement. Et quand il s'agit de la CEMAS, il n'y a pas eu de division, je suis parti. Ça, c'était pour rectifier. Maintenant, vous parlez, ce que vous dites de se ressaisir avec ce qu'il dit concernant le Premier ministre, que ce qu'il dit, ça ne l'engage pas en tant que Premier ministre. Mais moi, j'ai été chassé du CNT, c'est parce que j'étais 4e vice-président du CNT. Pourquoi on n'a pas dissocié mes propos en tant que chef de parti politique, dire que c'est un chef de parti politique qui parle, mais ce n'est pas un responsable de l'État. Je pense que si vous soutenez la tradition, c'est votre droit, mais vous êtes un intellectuel. Un chef de gouvernement, quand il fait une prise de position publique, il engage l'État malien. Vous trouvez que ce qui se passe à l'intérieur de l'ex-M5 est déplorable, mais pourtant, ils ne sont pas membres du gouvernement, mais c'est lui-même qui est membre du gouvernement, chef du gouvernement, qui est le président du comité stratégique, est sorti publiquement pour dire que certains militaires sont de connivence pour le affaiblir et pour qu'il se rende. Mais les intellectuels, assumez votre leadership d'intellectuels. On est dans un pays où nous connaissons vraiment la limite de la loi et les expressions privées. Donc c'était pour dire qu'on ne peut pas dédouaner le chef du gouvernement de sa casquette de chef de parti. S'il est à la tête du primature, ce n'est pas son parti, le MPR. C'est au nom du M5 qu'il a été appelé au gouvernement. Après la deuxième phase, ou bien le changement au sein de transition. Non, laisse-moi finir, juste, je ne vais pas monopoliser. Ce qui concerne, quand vous parlez de dire qu'ils se ressaisissent, ça je suis d'accord, qu'ils se ressaisissent. Mais est-ce qu'on peut se ressaisir? Une table peut se ressaisir si les 4 pieds, il y a 2 pieds qui sont tirés ailleurs. C'est ça la question. C'est ça la question. Parce qu'il y a une transition où le modèle, aujourd'hui, personne ne connaît quelle est la véritable dynamique. Il y en a qui disent que nous soutenons les militaires, vive Assimi. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose la question, vous dissociez Assimi de Choguel? Parce que la légitimité que Choguel a dans le gouvernement, c'est le M5, ce n'est pas le MPR. Alors, s'il y a d'antagonisme ou bien il y a incompréhension, à l'origine, c'est un mouvement hétéroclite. C'est quand on a parlé qu'il est mort de sa belle mort, c'est ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, si nous devrons avoir une lecture globale de la chose, si vous soutenez la tradition, soyez cohérents, parce que vous ne pouvez pas tirer sur le M5, ex-M5 pour moi, et défendre Assimi, et quelle est la base politique qui soutient les autorités de transition. Est-ce que le M5 en fait partie? Si en fait partie, donc ça veut dire que vous êtes d'accord, que Assimi est d'accord avec la dynamique de Choguel. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'on doit les remercier. Ok. Quelle peut être la portée de cette accusation de Choguel Maïga visant certains militaires qui seraient en tout cas derrière cette fronde au sein du M5 RFP? Répondant à la question, s'agissant de cette question, je pense que le Premier ministre, le Dr Choguel Kokola Maïga, répondait coup par coup à des accusations. Parce qu'il a été indexé, accusé de tout, donc il se défend. Donc moi, je prendrais plutôt sous l'angle des réponses et des mises à jour par rapport aux inquiétudes des uns et des autres. Et comment est-ce que le problème a commencé au sein du M5? C'est juste, à mon avis, une explication du Premier ministre par rapport à ce qui se passe comme problème au sein du M5. D'accord. Soumaro, sur ces accusations visant les militaires. Vous savez, moi, je vais adopter vraiment la posture d'un diplomate. Vous savez, dans le doute, quand vous n'avez pas tous les éléments et que toutes les hypothèses peuvent être possibles et que je n'ai pas vraiment les éléments en charge, je préfère m'abstenir. Sauf que la déclaration vient du Premier ministre. Oui, mais ça vient de lui parce que moi, tout de suite, le doute vient d'être semé dans ma tête. Quand on me dit est-ce qu'il a fait en tant que Premier ministre, est-ce qu'il a fait en tant que docteur Choguel, bon, je n'ai pas la réponse à ça. Donc, en faisant un développement selon que il a fait en tant que docteur Choguel Kokola Maïga, ça peut avoir des effets. Il a fait en tant que Premier ministre, ça peut avoir des effets. Certains semblent soutenir que non, on ne peut pas les dissocier. Donc, dans ce amalgame, moi, je préfère vraiment ne pas porter une analyse. Monsieur Dia, pour sortir de ce sujet. Moi, je pense que ça me réconforte dans ma position. Et ce que j'ai dit, je le maintiens, je le défends. Et on n'a pas demandé de déposer le Premier ministre. On a dit qu'il n'est plus le président du comité stratégique.
Donc c'est intra-M5. Et donc ça engage le docteur Choguel Maïga, ou en tout cas ça engage le président du comité stratégique. Je pense que ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Sauf que Choguel Maïga, quand même, c'est une émanation du M5-RFP. Oui, mais aujourd'hui, il est le Premier ministre du Mali. Oui. Alors si, avec, dans le fonctionnement de l'État, dans la gouvernance de l'État, il n'y a pas de problème, je pense qu'il ne faut pas en créer. Le problème, c'est dans le M5. Encore une fois, c'est intra-M5. Donc ça ne peut pas écorcher le gouvernement ou en tout cas la relation au sommet de l'État. D'accord. Après avoir annoncé ce qu'elles avaient appelé il y a plus de 2 mois, le léger report, c'est les autorités de la transition. Nombreux sont désormais des acteurs politiques et de la société civile à se demander à quand les nouvelles dates des échéances électorales devant mettre fin à la transition. En attendant la réponse des autorités de la transition, nous avons décidé ce soir d'ouvrir les débats sur la question. Issa Kaoudim, selon vous, est-ce qu'il y aura les élections en 2024 ici au Mali? Je suis très sceptique. Vous savez, il y a deux baromètres. Oui. Ce n'est pas l'école de diplomate, ça c'est les faits. Oui. Vous savez, d'abord, si on voulait aller aux élections, il n'allait pas avoir ce retrait de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne vient pas ici pour nous dire comment nous gérons les caisses de l'État, comment nous organisons notre administration. La CEDEAO est une organisation, c'est vrai, qui a commis des erreurs, voire des fautes, mais la CEDEAO demandait seulement le retour à l'ordre constitutionnel. Et quand on avait parlé de report léger, la CEDEAO n'a pas fait des remarques, la CEDEAO ne s'est pas outre s'animer. Mais du coup, ils se mettent ensemble, ces espaces de pushish, pour dire qu'ils ne reconnaissent plus la CEDEAO, ils se retirent de la CEDEAO, et sans donner des réponses économiques. Donc ça veut dire que leur logique, c'est de garder le pouvoir. Et la difficulté qui assied aujourd'hui les autorités de transition sur le plan économique, ça ne va pas. Sur le plan social, ça ne va pas. Et donc du coup, le seul bilan que tout le monde, les Maliens sont résilients, c'est l'avancée militaire que nous profitons pour s'allier vraiment les FAMA et les encourager dans cette dynamique. Mais seulement, cela aussi ne peut pas être le seul gain. Alors, s'il y a lié les deux, aujourd'hui, la transition n'a aucun soutien, en tout cas populaire, sur ces questions économiques et sociales. Donc, du coup, si elle va aux élections, elle ne peut pas gagner parce que la seule question, est-ce que Assimi veut se faire plébisciter? Parce que nous savons que c'est ça, de ça il s'agit. Alors que le moment n'est pas opportun parce que ce léger report ne les est plus favorable. Donc, ce qui les posait problème, c'était la CEDEAO. Ils ne sont plus dans la CEDEAO. Donc, ils vont essayer de trouver leur propre temps, le bon moment pour dire qu'ils vont aux élections. Donc, moi, je ne crois pas que c'est un léger report. C'est vraiment au calendrier grec jusqu'à ce que, peut-être que, voilà, comme on le dit, Angatanaye, on verra le bout du tunnel. D'accord. Docteur Touré, est-ce que du léger report, on n'est pas en train d'assister à un lourd report finalement? Bon, sur cette question, il y a quelques aspects que je vais essayer de développer. Notamment, il y a ce qu'on appelle les raisons qui ont amené le gouvernement à adopter le léger report. Le référendum et la prise en otage du RAVEC. Oui. Donc à ce jour, nous avons... Vous dites le référendum? Oui, dans le document, il y avait le référendum, le vote référendaire et aussi surtout la prise en otage le report quand même, c'est après le référendum. Oui, c'est ça que dans le document, parce qu'il y avait le fichier électoral qui a été pris en otage par une société française. Donc à cela, moi, à mon avis, j'ai vu aussi que dans l'espace que nous sommes, dans l'espace AES... Ce TOPSAC n'est plus quand même. Oui, ce n'est plus. Mais dans l'AES, nous avons plutôt des gouvernements de mission qui se donnent comme objectif, parce que l'objectif principal, à mon avis, ne serait pas l'organisation ou la tenue des élections. L'objectif principal serait, à mon avis, la conquête territoriale, gérer aussi les difficultés. Notamment, si nous prenons le cas spécifique du Mali, nous avons le dialogue intermalien qui va se tenir. Nous avons aussi la dynamique de l'AES. Est-ce que le gouvernement qui va venir va accepter l'AES? Donc il y a aussi la mise en place effective de l'AES qui est en cours. Non seulement il y a la conférence des chefs de l'État, la mise en place de comités nationaux pour la préparation de l'AES. Nous avons aussi la dynamique du redéploiement de l'administration et l'accès des services sociaux. Monsieur Touré, en termes clairs, est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'objectif de ces 3 pays de l'AES n'est plus d'organiser une élection présidentielle maintenant, à ce jour, la tenue ou l'organisation des élections
ne serait pas leur objectif premier. D'accord. Parce que pour eux, ils mettent la sécurité et ce que je viens de dire, la création ou la formalisation de l'AS. Je vois que Touré est plus diplomate que vous sur la question. Bon, maintenant, moi, avant de répondre, je voulais d'abord savoir, parce que M. Kaoudim, dans son propos, il disait qu'ils ne sont plus de la CEDEAO. Je veux comprendre. Ils se disent. Bon, maintenant, moi, je termine. Non, moi, je dis. C'est quand même une déclaration officielle. Non, je termine. Moi, ce qui a annoncé un retrait immédiat avec effet immédiat. Aujourd'hui, c'est le Mali. Oui. Et si lui, il se dissocie de ça, je voudrais comprendre, ça veut dire, je vais faire le lien avec une de ses déclarations, ça veut dire qu'il a renoncé à certains Maliens. Je voudrais qu'il réponde à ça. En ce moment, le mot répondez à lui, moi j'ai le temps de répondre à ça. Maintenant, la question que moi je me pose, vous savez, d'abord, avant de faire un développement, je voudrais rassurer deux choses. Moi, je suis foncièrement légaliste et démocrate. Et cela voudrait dire qu'on part du principe que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas discutable. Et aucunement, les autorités actuelles n'ont jamais dit qu'elles ne vont pas revenir dans l'ordre constitutionnel. Les gens font des supputations. Sinon, on est en train de parler du léger report. Oui, je termine. Oui. Maintenant, les gens font des supputations sur la base des attitudes. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un léger report et qu'il y a des difficultés qu'on va tout de suite penser que cela voudrait dire tout simplement qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je suis désolé. Il n'y a aucun élément palpable qu'on a. On peut aller sur des supputations. Et quand on fait des supputations, on n'est plus en train de faire du droit, on fait de la philosophie. Ça, c'est clair. Maintenant, moi, ce que je veux dire, vous savez, le Mali, on est tous d'accord que la transition, c'est une période éphémère et que le Mali était pratiquement à terre. Et vous savez, ça, c'est même pas de la science, c'est du terre à terre. Quelqu'un qui est couché, avant que la personne se relève, passe par une étape, c'est de s'asseoir d'abord et se relève. De la même manière, un malade qui est couché, quand on lui administre des soins, le malade se relève petit à petit et il passe par une période, j'allais dire, de convalescence. Aujourd'hui, vous parlez de priorité. Moi, je suis dans le monde économique. Je suis conseiller, j'ai une entreprise de conseil des entreprises. Donc, en longueur de journée, je conseille les entreprises comment se redresser. Vous savez, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en train de copiner sur un dossier qui était censé de voir comment on réduit un contrat. Mais dans ça, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres problèmes plus compliqués que seulement la résiliation. Cela voudrait dire quoi? On est aussi en faire à des militaires. Et il y a un terme que j'aime bien chez les militaires, ils disent c'est le terrain qui commande. On peut en arriver avant de prendre le pouvoir. Donc, vous comprenez ce retard? Moi, je finis. Si vous ne me laissez pas terminer, je vais finir juste 2 minutes. Quand on arrive... 30 secondes. Voilà. Même, hein. Vous savez, aujourd'hui, il y a des priorités. Moi, si on doit me demander quelle est la priorité, je dirais c'est la lutte contre la corruption. Pourquoi? Vous avez vu quelles conséquences la corruption a fait? On a fait, pour la première fois au Mali, on a annulé les concours d'entrée à la fonction publique, ça n'a jamais été fait. C'est parce qu'il y a la corruption. Donc ça, c'est une priorité, parce que là, au moins, on garantit l'emploi pour les jeunes. Ça, c'est clair. Deuxième chose, relance économique. Mais on n'est pas en période de retour démocratique, mais je voudrais mettre, comme dit ma défi, il est opérateur économique. Est-ce que cette situation de 2000 à la date d'aujourd'hui, est-ce que ça a eu un impact sur le classement des entreprises pendant la période démocratique? Les entreprises qui étaient premières du temps de Ibeka, où il y avait la grande démocratie, 77%, je pense que ce sont les mêmes entreprises qui sont premières actuellement. Et aujourd'hui, quand on leur pose la question, quoi la priorité, elles ne vont pas vous dire faire des élections, elles vont plutôt vous dire relancer l'économie. On va faire aussi tourner la parole. M. Dia, l'élection ne doit pas être la priorité des autorités, comme semble l'insinuer M. Soumano. Je pense que c'est plus qu'une insinuation, c'est une déduction. Nous pensons que cette transition, elle a quelque chose de particulier, c'est que ce n'est pas une transition d'élection. En fait, la crise du Mali, la crise qu'on a connue ou qu'on connaît maintenant, va au-delà d'une simple question d'élection. Nous avons dit qu'il s'agit d'une refondation de l'État. Donc la mission de la transition, c'est de remettre le Mali sur pied. Le malade Mali, comme l'a dit M. Soumano, est en train de se relever. Donc on a satisfait une partie de la crise en termes militaires, mais il y a aussi la problématique dans son entièreté. Donc plusieurs domaines sont affectés, sont malades. Et donc nous soutenons Akatanaye dans cette initiative, dans la mission de sauvegarde des acquis en termes de refondation de l'État du Mali. Et donc pour nous, les élections, ce n'est pas une priorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'élections.
La transition, par essence, c'est pour transmettre. Mais il faut transmettre en phase de guérissement. Et donc, nous pensons que le léger report, ça appartient aux autorités. C'est eux qui peuvent justifier de l'opportunité de tenir ou de ne pas tenir des élections. Okay. Et donc, on n'est pas contre les reports. L'essentiel est que la transition puisse vraiment mener sa mission de réforme de l'État du Mali à bon terme. Et forcément, il y aura des élections. Maintenant, concernant le retour à l'ordre constitutionnel, nous savons ici que le Mali est passé à la 4e République. On passe à la 4e République par quoi? Par une nouvelle constitution. Donc, pour nous, il n'y a plus de retour à l'ordre constitutionnel. Le Mali a déjà sa nouvelle constitution. On est dans la 4e République. On n'est plus dans le putsch. Sauf que la charte est quand même visée souvent dans certaines décisions. Et la constitution, oui. Vous en faites quoi? Je dis la charte est tout de même mais visée. Il y a une nouvelle constitution. Oui. Et si on veut même être beaucoup plus comment on appelle ça, prolixe, on va revenir même dans la situation d'avoir la nouvelle constitution. La constitution a existé en même temps que la charte. Donc il n'y avait même pas de problème de retour à l'ordre constitutionnel. Mais anyway, on est parti déjà dans la nouvelle République. Donc, il n'y a plus de problème de retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, le temps que ça doit prendre pour formaliser les choses, on est prêt à le faire. Monsieur Jim, est-ce que vous pensez comme un illustre homme politique qui a passé dans ce même plateau, il a déclaré ceci, que la transition est dans une course de lenteur pour organiser les élections? Non, laisse ce monsieur qui est passé ici. Je vais répondre à mes deux co-débatteurs avant d'aller. Mais vous allez répondre à ma question? Je vais répondre. Vous savez, vous êtes un intellectuel très brillant, docteur de votre État. Ça veut dire quoi, le retour à l'ordre constitutionnel? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la Constitution. La 4e Constitution est promulguée, il dit qu'il est légaliste. La 4e République prône quoi? Un président démocratiquement élu, une assemblée constituée démocratiquement, un Sénat pareil. Ni le président de transition n'est pas élu par le peuple, ni CNT, que j'étais membre, que j'ai du respect pour eux, ne sont pas élus, ni le Sénat. Donc, de quelle constitution parle-t-on sans être constitutionnaliste? Ça, je vais passer sur ça. Lui, il parle de corruption. Mais les grandes corruptions, c'est avec cette transition. Vous dites que annuler, mais on n'a jamais vu du Mali de première à 4e République, puisque vous parlez de temps, parce que moi je pense qu'on n'est pas dans la 4e République, dans les faits, vu qu'un ministre, tout son cabinet, voire même sa secrétaire particulière, ont été arrêtés. Mais, donc, ça, là, nous parlons sous le couvert de la présomption d'innocence. Non, ont été arrêtés. Oui. C'est lui qui a ouvert le dossier. Oui. De parler de corruption. Ça, c'est la corruption de la transition. Oui. Les citernes volatilisées, ça, c'est la transition. Quand on parle des groupes qui ne correspondaient pas aux normes, c'est la transition. J'en passe. Les logements sociaux, c'est la transition. Donc vraiment, je pense que la corruption, là, la transition n'a leçon à donner à personne pour parler de lutte contre la corruption. Maintenant, l'indice de développement. Aujourd'hui, le Mali, pratiquement, est déclassé même par le Bénin, dans l'UMOA. La Côte d'Ivoire, seule, à 40% de la masse monétaire. Le Sénégal était 2e, le Mali était 3e, le Mali est déclassé, il le sait. C'est le Bénin qui prend un petit pays comme le Bénin. Donc maintenant, je pense qu'aujourd'hui, les problèmes économiques, on n'en parle plus. On est dans l'obscurité. Les jeunes n'ont pas d'emploi, il n'y a pas de perspective. Vous parlez de refondation du Mali. Quel programme la transition a sorti pour la relance économique? Si ce n'est pas que des gros discours. Il n'y a pas de relance économique, il n'y a pas d'investisseurs. On nous parle seulement de donner de la parole aux vidéomans pour faire rêver les gens qui ne tiennent pas. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on élève un peu le niveau du débat sur cette question. Vous êtes des grands intellectuels, c'est des mondes qui vous écoutent. Vous savez très bien que ça ne tient pas à l'analyse politique, ni économique, ni diplomatique. Donc maintenant, votre question de votre... C'était une course de lenteur, hein, bon, pour moi, organiser. En réalité, est-ce que la transition n'est pas en train de se presser? Non, c'est une course de confiscation du pouvoir. Parce qu'on a parlé de 18 mois, j'étais là, avant d'être chassé, mis en prison. Après, c'est un calendrier souverain qui a été donné au peuple malien par l'actuel Premier ministre qui est là. Qui, quand il était venu, après Bando, il dit qu'il va faire. Après, il a parlé de son ANR pour faire des refondations. Et sur la base de ça, ils ont dit, sur les 2 ans, après les 18 mois, on est à 4 ans pratiquement de la transition. 4 ans, c'est un mandat au Nigeria. Et vous continuez à nous dire qu'il faut prendre le temps. C'est le ministre de l'administration. Parce que si les autorités de transition disent quelque chose qu'ils ne respectent pas, alors personne ne peut leur dire autre chose. Si les autres le disent, ils vous envoient en prison
sous le couvert de cybercriminalité. Alors regardez les VAR. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, respecter sa parole, ça aussi, ça crédibilise l'État. Et vous, qu'est-ce que vous faites des paroles données par les autorités de transition sur les dates, les reports, et ensuite, vous venez nous dire que ça n'urge pas. Qu'est-ce qui urge? On est dans l'obscurité, ça n'urge pas? Si on ne fait pas des élections pour même que le monde nous respecte, où allons-nous? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux dans le monde, les grandes décisions, les grandes institutions disent « Ah, faites des élections d'abord pour que nous puissions normaliser à 100% nos relations avec le Mali. » Est-ce que vous pensez aujourd'hui, si vous avez le souci des Maliens, qu'on peut dire qu'on ne peut pas aller aux élections? Nos gardiens qu'on parlait Kidal, Dieu merci, les femmes sont rentrées à Kidal, on nous a dit que le Mali est sur l'ensemble de son territoire. Alors, qu'est-ce qui empêche de normaliser le pouvoir? C'est cette question qui doit être posée. D'accord. Avec l'organisation du référendum, est-ce qu'on peut avancer un autre argument pour ne pas aller à l'élection présidentielle, par exemple? Oui, pour l'élection présidentielle, pour moi, il y a quelques facteurs. Non seulement il faudrait avoir une durée de la transition. Donc si on a une durée de la transition, donc l'élection va mettre fin à cette transition. Et nous sommes dans une logique où il y a certaines activités qui sont pointées par le pouvoir en place. Donc j'avais débuté le dialogue intermalien qui va donner ces conclusions qui pourront impacter. Il y a le Mali qui se trouve au sein de l'AES. Et l'AES aussi, est-ce qu'il ne sera pas des élections concertées? Comme j'avais dit, est-ce que le nouveau président va accepter d'aller dans l'AES? Et le troisième point qu'il ne faudrait pas oublier, est-ce que les conditions sécuritaires, parce que, comme je dis, nous avons un gouvernement de mission, à mon avis, qui met plutôt la sécurité et la pacification, non organiser les élections à ce jour. Soumanou? Alors, déjà, moi, avant de répondre, je voudrais dire, le respect de la parole donnée, si tout le monde peut donner cette leçon, je pense, sauf Kaouzim lui-même, parce qu'il ne peut pas donner cette leçon à quelqu'un ici. Si on doit respecter la parole donnée, lui, il aurait dû commencer par la sienne. Deuxième chose, moi, je suis légaliste, démocrate et souverainiste. Souverainiste voudrait dire quoi? La souveraineté, je ne vais pas faire de définition académique, mais je vais tout simplement dire que la souveraineté, c'est de recevoir d'ordre de personne. Et si on doit recevoir d'ordre de quelqu'un, on doit recevoir l'ordre du peuple malien. Parce que c'est le peuple malien qui est détenteur de la souveraineté. Et à ce titre, aujourd'hui, si on fait un sondage, je pense que pendant tout le débat, on est 4 à débattre. La majorité s'est dégagée par rapport à la vision. On est tous d'accord, si on doit faire un vote tout de suite, juste l'échantillon, on va voir que 3 personnes diront oui, il n'est pas temps pour faire les élections. Et moi, je vais dans la logique... Peut-être que l'échantillonnage aussi n'a pas été... J'ai dit c'est échantillonnant, mais même moi, je n'ai pas inventé ce principe, c'est universel. J'ai dit on a un échantillon de 4 et la majorité s'est dégagée 3 contre 1. Ça, c'est déjà représentatif. Et donc, troisième chose, moi, ce que je voudrais également dire, et pourquoi il y a eu des élections et il y a eu des coups d'État? Ça veut dire que tout simplement, quand on aura à faire une déduction, ça veut dire qu'on ne s'est pas donné suffisamment le temps pour savoir quel temps il faut pour mettre le pays dans de bonnes dispositions. Moi, je déconseillerais à nos autorités de donner un pays dans cette situation. Lui-même, il a cité, parce qu'il est d'accord que la crise énergétique, donc ça, c'est une priorité. Est-ce que